Rabelais d'avril, on est le 10, ça veut dire quoi? Que sur les 4 livres, après la Pantagruéline et une pronostication, on passe au Gargantua. Gargantua, morceau de choix. Gargantua, toujours au programme. C'était avant en 5e, c'était avant en classe de seconde, maintenant ça a tendance à riper un peu, de toute façon. Rabelais, il a toujours été un peu mis de côté. Pourquoi? À cause de la Renaissance, cette année, 500 ans de la Renaissance. Contresens total. Et la Gargantua, il peut nous aider à comprendre un peu mieux pourquoi. Alors il a fait du mal à Rabelais aussi, parce que Gargantua, effet best-seller, et puis tout le reste, ça passe à l'as. Ça aussi, on y revient de suite. Gargantua, depuis les 3 jusqu'à 5 ans, fut nourri et institué en toute discipline convenante par le commandement de son père. Et c'est lui son temps passa comme les petits enfants du pays, c'est à savoir à boire, manger et dormir, à manger, dormir et boire, et dormir, boire et manger, toujours se vautrait par les fanges, se mascarait le nez, se chauffourrait le visage, et acculait ses souliers, et bâillait souvent aux mouches, et courait volontiers après les parpaillons, desquels son père tenait l'empire. Il pissait sur ses souliers, il chiait en sa chemise, il morvait dans sa soupe, et patrouillait partout. Les petits chiens de son père mangeaient en son écuelle, et lui de même mangeait avec eux. Il lui léchait les bodigouins, et sa béquille, yo, comme haute pipe vous vire, ce petit paillard. Toujours tâtonnait ses gouvernantes, sans dessus, sans dessous, sans devant derrière, arribouriqué, et déjà commençait à exercer sa braguette, laquelle, en chacun jour, ses gouvernantes ornent de beaux bouquets, de beaux rubans, de belles fleurs, de beaux flocors, et passaient leur temps à la faire revenir entre leurs mains comme la pâte dans la mette, puis s'esclaffaient de rire quand elle levait les oreilles, comme si le jeu leur eût plu. L'un la nommait ma petite dille, l'autre ma pine, l'autre ma branche de coural, l'autre mon bondant, mon bouchon, mon vibrequin, mon poussoir, ma tarière, ma petite andouille vermeille, ma petite couille bredouille. Elle est à moi, disait l'une, c'est la mienne, disait l'autre. Moi, disait l'autre, n'y aurais-je rien? Par ma saillie, je la couperai donc. Ah, coupez, disait l'autre, vous lui feriez mal, madame. Coupez-vous la chose aux enfants. Et pour s'ébattre comme les petits-enfants de notre pays, lui firent un beau virolet, des ailes d'un moulin à vent de Mirebalais. C'est Mirebeau, un peu au nord de Poitiers. Ça, c'est le chapitre 10 du Gargantua. Alors évidemment que le pauvre Rabelais, il a bien mérité ce qui lui est tombé dessus. Franchement, écrire des choses comme ça. Alors c'est quoi qu'il y a entre le début et le chapitre 10? D'abord, il y a un prologue. Vous savez, sucer l'os à la moelle. On s'attardera, on lira en détail le prologue du quart-livre, par exemple. Ah, j'en ai que 30 incursions. Je peux pas m'arrêter sur tout et tous les points. Ensuite, qu'est-ce qu'il a de bizarre, ce prologue? Eh bien, tout simplement, il lui manque le début des premières lignes. Savez-vous pourquoi? Comme on pourrait dire, vous savez, ça c'est une expression qui vient du béarn, je crois. « Eh, sabeke, yo !» Eh bien, Gargantua, dans la lignée des géants, il a 400 ans de plus que son fils Pantagruel, puisque les géants, ça dilate aussi le temps, évidemment. Et donc, il faut prouver qu'on est bien avant le temps du premier livre, le Pantagruel, dont on vient, nous, de s'ébattre pendant au moins 8 séances. Alors, pour la preuve que c'est un livre très vieux, eh bien, pourquoi il manque le début des premières lignes? Parce que les rats l'ont mangé. C'est un livre qu'on a trouvé qui avait été à moitié bouffé. Est-ce que ça a de l'importance? Oui, parce que par exemple, dans la langue, ça c'est Mireille Huchon qui a mis le doigt la première sur ce point-là. La langue française, elle évolue à fond. Pourquoi la langue allemande, par exemple, elle trouve son rythme quand Luther traduit la Bible? Et donc la langue allemande, bien plus tard, va naître toute armée à elle-même. Il n'y a pas d'ancien allemand. Enfin, s'il y en a, il ne faut pas simplifier, mais la langue espagnole de Cervantes,
Au début du XXe siècle, les écoliers apprenaient encore à lire avec le Don Quichotte. Nous, on a 4 livres qui s'écrivent dans les 20 ans qui sont juste après l'invention de l'imprimerie. Ça veut dire que vous verrez dans le quart livre, la langue française, la langue moderne, ça y est, on en dispose complètement. Mais là, on voit ces étapes. Alors est-ce que c'est si simple? Non, parce que en 1534, 2 ans après le Gargantua, Rabelais, pour prouver que ce livre est ancien, quitte les repères contemporains de sa langue, et puis revient à des usages presque moyenâgeux. Par exemple, les terminaisons des participes présents ANS, par exemple, des restes de conjugaison. C'est-à-dire qu'il donne exprès... Alors oui, c'est le seul livre des 4 de Rabelais qui est écrit en ancien français, mais écrit volontairement en ancien français par l'auteur lui-même. Alors après, vous savez... Les histoires, Gargantua qui est porté 11 mois au ventre de sa mère. Évidemment, il y a tout un tas de symboliques, on va apparaître tout un tas de numérologie là-dedans. Et puis par où il sort? Il sort par l'oreille du ventre de sa mère. Il n'arrive pas à faire autrement. Mais naître par l'oreille, c'est naître à la voix, c'est naître à tout ce qui nous entoure déjà de la langue, des bruits du monde. Et en ce sens-là, Gargantua commence à s'écrire pile à l'endroit où le Pantagruel s'était arrêté. Et ça, pour moi, c'était la raison de la grande colère autrefois, c'est-à-dire, si on lit Gargantua avant de lire Pantagruel, c'est-à-dire si on considère que, puisque c'est l'histoire du papa et que ça se passe 400 ans avant, il faut le lire avant le Pantagruel, eh bien, on comprend littérairement rien du tout à ce qui se passe dans le Pantagruel. Et puis, on comprend rien non plus. Qu'est-ce que c'est ces espèces de figures? C'est contrairement au Pantagruel, Gargantua, c'est pas quelqu'un qui naît de rien. Gargantua, c'est une figure populaire qui a engouffré ce qui restait des romans de la table ronde, et puis racontant, c'est du western, quoi, mais du western avec du folklore. Et c'est bien ça qu'il faut quand même qu'on regarde de près cette semaine, c'est-à-dire en quoi précisément ce chant, c'est un chant de déni à cette très triste renaissance qui s'établit, mais qui s'établit tout en étant littéralement incapable en aucun domaine de promouvoir le neuf qui ensuite va être l'histoire menant à la philosophie du sujet, à l'humanisme. Sur la fin de la quintanée, Grand Gousiard, là. Grand Gousier, retournant de la défaite des Canariens, visita son fils Gargantua. Là fut réjoui comme un tel père pouvait être voyant ainsi un tel enfant, et le baisant, la collant, l'interrogea de petits propos puérils en diverses sortes, et but d'autant avec lui et ses gouvernantes, et qu'elle par grand soin demandait, entre autres cas, si elle l'avait tenu blanc et net. À ce, Gargantua fit réponse qu'il y avait donné tel ordre quand tout le pays n'était garçon plus net que lui. « Comment cela ?» dit Grand Gousier. « J'ai, répondit Gargantua, par longue et curieuse expérience, inventé un moyen de me torcher le cul le plus royal, le plus seigneurial, le plus excellent, le plus expédient que jamais fût vu. Quel ?» dit Grand Gousier. Comme vous le raconterez, dit Gargantua, présentement, je me torchais une fois d'un cachelet de velours de vos demoiselles. Elles trouvaient bon, car la mollisse de la soie me causait au fondement une volupté bien grande. Et une autre fois d'un chaperon d'icelle, et fut de même. Une autre fois d'un cache-colle. Une autre fois, pardon, je tourne la page, des oreilles de satin cramoisi. Mais la dorure d'un tas de sphères de merde qui y étaient me écorchèrent tout le derrière, que le feu Saint-Antoine harde le boyau culier de l'orfèvre qui les fit, et de la demoiselle qui les portait. Ce mal passa, me torchant d'un bonnet de page bien emplumé à la Suisse. Puis, fiantant derrière un buisson, trouvait un chat de Mars. Dit celui me torchait, mais ses griffes me exulcèrent tout le périnée.
De ça, me guérit au lendemain, me torchant des gants de ma mère, bien parfumés de mots joints, puis me torchait de sauge, de fenouil, d'aneth, de marjolaine, de rose, de feuilles de courge, de choux, de bêtes, de pommes, de guimauve, de versace, qui est écarlate de cul, de laitue, de feuilles d'épinards. Le tout me fit grand bien à ma jambe, de mercuriade, de persiguière, d'ortie, de consoulde, mais j'en eus la caque sangue de lombard, dont fut guéri me torchant de ma braguette. Puis me torchait au linceul, à la couverture, au rideau, d'un coussin, d'un tapis, d'un verre, d'une nappe, d'un couvre-chef, d'un mouche-nez, d'un peignoir. En tout, je trouvais plus de plaisir que non les rogneux quand on les étrille. « Voir mais, dit Grand Gousier, lequel torche-cul trouvas-tu meilleur ?» « J'y étais, dit Gargantua. Bientôt on saurait le tout à thème. Me torchait de foie, de paille, de baudruche, de bourre, de salade, de papier, mais toujours laisse aux couillons et morches qui sont hors cul de papier torche. Quoi, dit Grand Gousier? Mon petit couillon, as-tu pris au pot vu que tu rimes déjà? Oui, dia, répondit Gargantua, mon roi, je rime tant et plus, et en rimant, souvent on m'en rime. Écoutez que dit notre retrait au fianteur. Chiard, foireur, pétard, brenou, ton lard, chapard, sépare, sunou, hordou, merdou, égout, le feu de Saint-Antoine te hard. Si tout est trou et clou, tu ne te torches avant ton départ. En voulez-vous davantage? Oui, dia, dit Grand Gousier, ah donc, dit Gargantua. En chiant, l'autre hiver sentit, la gabelle qu'à mon cul doit, l'auteur fut autre que cuit doit, j'en fus du tout empuanti. Oh, si quelqu'un eût consenti, m'amener une que attendait, en chiant, car je lui eusse assimenti son trou d'urine à mon lourd doigt, cependant eut avec ses doigts mon trou de merde garanti, en chiant. Oh, dites maintenant que j'y sais rien. Par la merdier, je les ai fait émis, mais en les ayant récités à Dame Grand, que vous voyez ici, les ai retenus en la gypsière de mon entendement. Les ai retenus en la gypsière de ma mémoire. Nuance. Retournons, dit Grand Gousier, à notre propos. Quel, dit Gargantua, chier? Non, dit Grand Gousier, mais torcher le cul. Mais, dit Gargantua, voulez-vous payer un kino de vin breton si vous êtes kino en ce propos? Oui, vraiment, dit Grand Gousier. Il n'est, dit Gargantua, point besoin de torcher le cul, sinon qu'il n'y ait ordure. Ordure ni peut-être si on a chié. Chier donc nous faut devant que le cul torché. Oh, dit Grand Gousier, que tu as bon sens, petit garçonnet. Ces premiers jours, je te ferai passer docteur en Sorbonne, pardieu, car tu as de raison plus que d'âge. Or, poursuis ce propos torcheculatif, je t'en prie, et par ma barbe, pour un bussard, tu auras 60 pipes. J'entends de ce bon vin breton, lesquels point ne croient en Bretagne, mais en ce bon pays de Véron. Je me torchais après, dit Gargantua, d'un couvre-chef, d'un oreiller, d'une pantoufle, d'une gypsière, d'un panier, oh le malplaisant torche-cul, puis d'un chapeau. Et notez que les chapeaux, les uns sont ras, les autres à poil, les autres veloutés, les autres taffetassés, les autres satinisés. Le meilleur de tous est celui de poil, car il fait très bonne abstertion de la matière fécale. Puis il me torchait d'une poule, d'un coq, d'un poulet, d'un pot, d'un veau, d'un lièvre, d'un pigeon, d'un cormoran, d'un sac d'avocat, d'une barbute, d'une coiffe, d'un leurre. Mais concluant, je dis et maintiens qu'il n'y a tel torche-cul que d'un oison bien duveté, pourvu qu'on lui tienne la tête entre les jambes. Et m'en croyez sur mon honneur, car vous sentez, au trou du cul, une volupté mirifique, tant par la douceur dit celui du V, que par la chaleur tempérée de l'oison, laquelle facilement est communiquée aux boyaux culiers et autres intestines, jusque à venir à la région du cœur et du cerveau. Et ne pensez point que la béatitude des héros et semi-dieux qui sont par les champs élyséens, soit en leur asphodèle, ou ambrosie, ou nectar, comme disent les vieilles, ici, elle est, selon mon opinion, en ce qu'il se torche le cul d'un oison. Le fameux éloge des torche-culs qui aurait suffi à faire de Rabelais, le grand qu'il est pour nous. Il est tombé, mais je le ramasserai pour demain. Évidemment, on peut s'arrêter là. Gargantua, Gargantua, Gargantua. On a l'impression qu'on se l'est tous farcis au lycée. Ça sent les devoirs obligés, ça sent les idées qu'il y a derrière. Elles sont quoi, les idées?
On a parlé un petit peu de son début de vie, mis probablement au couvent à l'âge de 12-13 ans à Angers, puis après il s'en va à Fontenay-le-Comte, là il arrive à s'éjecter de ce truc des franciscains. Il y a une histoire parce qu'ils lisent des lettres, des livres grecs, et c'est la période où on a des lettres, c'est-à-dire que lui et ses copains, c'est hasard, non, parce que Fontenay-le-Comte, je suis de cette ville, c'est... À l'époque, une université, c'est là que on invente, comment il s'appelle, ce gars qui va poser les premières lois de l'algèbre. Enfin, il écrit à Erasme, il correspond avec Budet, et puis il y a cette espèce de répression. D'un coup, c'est pour ça que les histoires de Renaissance, gaffe, 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 gaffe. On leur interdit les livres, et c'est là où plutôt se tirer. Et il va mettre des années pour régler juridiquement le fait d'avoir échappé à la condition monastique. Il s'occupe des enfants d'un puissant Geoffroy d'Estissac. Mais qu'est-ce qui lui reste de l'enfance? C'est-à-dire que vous avez 14 ans, 15 ans, 16 ans, et vous avez les mains nues, c'est ça qu'on va voir avec le sac de l'abbaye de Seuillé tout de suite. Enfin, disons après-demain, quoi, ou après-demain. J'ai envie de prendre le temps, faudrait lire et commenter tous les chapitres. Bon, laissons. Mais tout d'un coup, il y a cette vengeance à vivre, c'est-à-dire cette enfance dont, quelque part, il a été privé. Aujourd'hui, je voulais rien d'autre qu'on soit dans cette chaleur, dans cette enfance de la langue. Est-ce qu'il faut expliquer ce besoin d'enfance et d'aller se rejouer fictivement, facticement, les chevaux factices de Gargantua, cette enfance pour retrouver sa propre posture dans la langue qui est de tout faire, de tout secouer, de tout appréhender, se soumettre à soi-même, comme là vient de le faire Gargantua, qui n'est pas un être de papier comme Pantagruel. C'est pour ça que je condamnerai toutes ces éditions, Pléiades comprises, qui prétendent vous faire commencer la lecture de Rabelais par le Gargantua avant le Pantagruel. Alors évidemment, personne ne va plus loin, personne va au tiers-livre, personne va vers le quart-livre. Ce crime, là, on va le regarder de près. Imaginez, les Proustiens, là, il doit bien y en avoir quelques-uns là-dedans, que vous disiez, oh là là, Swann, ça se passe 50 ans avant Combray. Et donc, d'abord, je lis Swann, et puis après, je lis Combray. Il doit y avoir quelques-uns parmi vous qui lisent Louis-Ferdinand Céline. Mort à crédit, c'est l'enfance du narrateur. Ça se passe bien longtemps avant Voyage au bout de la nuit. Alors, il faudrait commencer par lire Mort à crédit avant de lire Voyage au bout de la nuit. Et bien, Rabelais, on a encore ce renversement à faire. À demain. Pas. Ça suffit. Pas trop d'un coup. Mets-toi bien ça dans la tête.